Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Ravi que vous écoutiez Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes mardi 17 décembre et votre podcast aujourd'hui est animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre nouvel épisode Z sur 7. La croissance du PIB devrait augmenter de 1,2 à 1,4% entre 2025 et 2027, avec un déficit qui devrait dépasser les 7%. Un résultat causé, selon Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque nationale, par le montant des dépenses publiques. On est parmi les pays où les dépenses publiques sont les plus élevées au monde, en réalité, même en Europe. Des chercheurs de Stanford ont découvert, grâce à des expériences en conditions réelles, que les batteries des voitures électriques auraient une espérance de vie plus longue que celle annoncée. Joris de Hoog, chercheur en batteries pour voitures électroniques à la VUB, revient sur ces résultats. On pourrait peut-être ajouter presque 40%, c'est-à-dire à peu près 300-350 000 km. Restez à l'écoute pour votre plein d'analyses économiques quotidiennes. Z sur 7 à la une. La croissance du PIB devrait augmenter de 1,2 à 1,4% entre 2025 et 2027. Pour cette année, la croissance devrait atteindre les 1%, un chiffre inférieur aux prévisions de la BNB, comme le précise le gouverneur de la Banque nationale Pierre Wunsch. On a eu des prestations économiques en 2023 et en 2024 qui étaient meilleures que l'Allemagne, et l'Allemagne ne va pas bien, et c'est notre partenaire commercial principal. Donc dans cet environnement un peu difficile, on se débrouille pas mal. L'inflation, elle, est revue à la hausse. Elle devrait atteindre les 4,3% en 2024 et ne descendrait sous le seuil des 2% qu'en 2026. Un contexte peu favorable aux augmentations salariales dans les prochaines années. Comme il y a l'indexation des salaires en Belgique, le rythme auquel on réduit notre handicap, on avait eu une forte augmentation des salaires en 2022-2023. On pensait que cet handicap salarial allait se résorber en 2 ans. Ça va prendre plus longtemps parce qu'on a un peu plus d'inflation que prévu en Belgique, mais aussi parce que la croissance des salaires dans les pays voisins est en train de ralentir. Comme l'explique Pierre Wunsch, le déficit belge devrait dépasser les 7% en 2027, contre 4,6% cette année si la politique ne résout pas le problème des dépenses publiques. En Belgique, on a un niveau de dépenses publiques avec 55% du PIB, donc plus de la moitié de la production nationale effectivement se traduit par des dépenses publiques. On est parmi les pays où les dépenses publiques sont les plus élevées au monde, en réalité, même en Europe. Donc probablement qu'une partie relativement importante de l'ajustement devrait être fait au niveau des dépenses publiques. Maintenant, je crois qu'on ne peut pas exclure ici et là des augmentations d'impôts parce qu'effectivement, on est le moins bon élève en Europe. Ces prévisions restent néanmoins soumises à plusieurs incertitudes, comme les tarifs douaniers que Donald Trump voudrait imposer à l'Europe. Z sur 7 à la une. Après 10 ans de retard, la gare de Mons va enfin être inaugurée ce mercredi. La gare, dessinée par l'architecte Calatrava, avec son esthétique caractéristique, est attendue par des milliers de voyageurs. Tom Guillaume, porte-parole de la SNCB. C'est une gare importante en Wallonie avec de nombreux trains. On parle de 189 trains qui passent par ici chaque semaine. C'est autant de voyageurs qui passent par Mons. Certains se rendent dans la ville. On imagine aussi l'intérêt que pourra avoir cette gare en termes architecturaux. Des gens qui peut-être viendront la visiter, se rendront à Mons et se rendront dans la ville. Plus de 200 emplois seront créés, des accompagnateurs au personnel Sécurail, sans oublier les quelques commerces qui ouvriront au sein de la gare d'ici quelques mois. Dans cette gare, il y a donc 14 concessions de différents types. Il y a des enseignes de nourriture, il y a des enseignes telles que des librairies. C'est donc effectivement de l'emploi qui est créé dans cette gare. Avec un budget initial de 37 millions d'euros, le coût de la gare de Mons représente aujourd'hui près d'un demi-milliard d'euros. Elle a été marquée par de nombreuses faillites et des problèmes de chantier. Il y a des choix qui ont été posés par le passé et qu'il n'est pas opportun de commenter aujourd'hui, mais la gare telle qu'on la connaît est le résultat de ces choix. Tom Guillaume toujours. Mais depuis, nous devons nous adapter, c'est la fin des gares pharaoniques et nous orientons maintenant vers de nouveaux concepts de gares qui sont résolument tournés vers le voyageur avec davantage d'accessibilité et davantage de durabilité.
La gare mise sur la multimodalité et intègre un quai train-bus, 2 parkings souterrains pour 850 voitures et 330 emplacements vélos, avec un entretien annuel de la structure de la gare estimé par la SNCB à 750 000 €. Z sur 7 à la une. Des chercheurs de Stanford ont testé en conditions réelles la durée de vie des batteries de voitures électriques et sont arrivés à un résultat qui dépasse largement les estimations. Joris de Hoog, chercheur en batterie pour voitures électroniques à la VUB. Les estimations pour l'instant, généralement, sont dans les rangées de 200 000 km. L'étude, en fait, a montré qu'on pourrait peut-être ajouter presque 40%, c'est-à-dire à peu près 300-350 000 km qu'on pourrait avoir avec une batterie actuelle. L'université de Stanford s'est basée sur des tests empiriques qui se concentrent sur une utilisation réelle du véhicule. Freinage, accélération, changement de vitesse et charge rapide. Des éléments souvent oubliés par les tests traditionnels. On ne roule pas toujours avec une vitesse fixe, c'est-à-dire on accélère, on freine et en fait on a trouvé que ça a peut-être même augmenté la durée de vie d'une voiture électrique. Comme l'explique Joris de Hoog, ces résultats représentent une bonne nouvelle pour le marché de seconde main, alors que les voitures électriques d'entreprise arrivent en fin de leasing. Pour le marché d'occasion, c'est une très bonne nouvelle en fait parce qu'on peut être assuré par le fait que la façon de laquelle l'ancien propriétaire de la voiture électrique va rouler n'a pas vraiment un impact sur la durée de vie d'une batterie pour une voiture électrique. Les avis des experts concernant ce marché divergent. Alors que Traxio annonce une augmentation de près de 90%, le cabinet spécialisé Indicata constate des faiblesses quant à la demande. Le prix des véhicules électriques d'occasion aurait cependant chuté de 30% en 2024. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Aujourd'hui, Philippe Ledan, expert économiste chez ING, revient sur la dernière étude publiée par les économistes d'ING. Elle annonce une amélioration du marché immobilier en 2025 après 2 années d'attentisme. Une hausse estimée à 3% et qui s'explique par plusieurs facteurs. Je pense que l'élément le plus important, c'est qu'on sort quand même de 2 années, 23-24, avec un volume de transactions sur le marché particulièrement faible, un volume de production de crédit hypothécaire particulièrement faible. Et donc, ce qu'on attend surtout pour l'année prochaine, c'est effectivement ce retour des candidats acheteurs qui ont plutôt une position attentiste. Je pense qu'ils rêvaient peut-être que les taux reviendraient au même niveau que la période 2015-2020. Je pense qu'ils sont petit à petit en train de digérer le fait que les taux, sans être très élevés, mais leur potentiel de baisse devient de plus en plus limité. Et ça devrait être un des facteurs qui devrait les faire revenir, en même temps que des mesures qui ont été prises par le gouvernement flamand, par le gouvernement wallon, qui devraient aussi inciter l'achat. Et donc, on s'attend surtout, pour répondre à votre question de cette reprise du marché immobilier, on s'attend surtout à ce que les candidats acheteurs reviennent sur le marché, qu'on ait davantage de transactions. Et forcément, si la demande est de retour, ça se traduit également par une augmentation de prix. Ceci étant, 3% d'augmentation de prix l'année prochaine. On l'a dit, avec une inflation qui devrait quand même rester au-dessus de 2%, une indexation des revenus qui devrait être pas loin, quelque part aussi entre 2,5% et 3%. Donc finalement, ça reste une augmentation de prix modeste, mais plutôt dans un marché où on s'attend à un retour du nombre de transactions. L'accessibilité au logement a été améliorée par certaines mesures, malgré une hausse des prix. C'est un peu le principe du pouvoir d'achat. Je peux avoir une amélioration de mon pouvoir d'achat, même si les prix augmentent. Il suffit que mon revenu augmente plus rapidement. Et donc, l'accessibilité telle qu'on peut la mesurer, elle va également être tributaire de différents facteurs. Les prix, mais également l'évolution du revenu, l'évolution des taux. Donc ça, ce sont des éléments qui vont jouer. Et quand on met tout ensemble, on a vu que cette année, en 2024, on a eu une amélioration de l'accessibilité parce que les prix n'ont pas beaucoup augmenté alors que les revenus ont été indexés
ce qui a amélioré le pouvoir d'achat et qu'on a observé une certaine détente des taux. Donc, on a eu une amélioration de l'accessibilité. Et l'année prochaine, malgré une modeste augmentation des prix, les autres facteurs devraient être capables de compenser ça. Et donc, on devrait au moins maintenir un niveau d'accessibilité qui serait similaire à celui qu'on a maintenant. L'étude réalisée par les économistes d'ING s'est également penchée sur l'année 2026. Philippe Ledent, toujours. Concrètement, on s'attend à ce que progressivement, quelque part 2025 soit le début d'un mouvement d'un retour à la normale du marché immobilier, parce que vraiment le nombre de transactions a franchement diminué. Et donc pour 2026, on s'attend à la poursuite de l'augmentation des prix de l'immobilier de l'ordre de 3,5-3,8%, mais surtout, encore une fois, avec un retour à la normale du nombre de transactions sur le marché. Et ça, je dirais que c'est essentiel, parce que le scénario alternatif qui est de dire le marché reste bloqué, figé avec un nombre de transactions très faible, mais on le voit déjà, ça a des conséquences. Il y a de moins en moins de nouveaux projets qui sont lancés, et ça risque de poser des problèmes par la suite, parce que si l'offre n'arrive pas à suivre, en attendant, on est quand même de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de ménages, et donc si on n'a pas ce redémarrage, ok, on peut dire peut-être qu'alors les prix vont pas augmenter, mais à ce moment-là, ça va créer un déficit d'offres sur le marché, et par la suite, à moyen terme, il y aura une forte pression sur les prix par manque d'offres. La tech au quotidien. Les journalistes de Trends Tendance épinglent une idée technologique qui boostera votre productivité. Pour terminer ce podcast, focus sur le nouveau générateur de vidéos d'OpenAI, Sora. Christophe Charlot, responsable tech chez Trends Tendance, vous décrit ce nouvel outil et son impact sur les entreprises en 3 questions. Pour commencer, quel est ce nouveau dispositif d'OpenAI et comment ça fonctionne ? Alors Sora, c'est la dernière innovation de OpenAI, l'entreprise qui est derrière ChatGPT, que vous connaissez bien, dont on a déjà parlé ici même. Ce nouvel outil en fait permet de créer des vidéos courtes, jusqu'à 20 secondes jusqu'à présent, à partir d'images, à partir de vidéos existantes, ou même, et ça c'est vraiment étonnant, à partir d'un simple texte, d'un fameux prompt. Vous décrivez la scène ou l'ambiance avec quelques phrases que vous avez envie d'avoir, et l'intelligence artificielle de Sora génère une vidéo qui correspond à votre demande. Alors c'est une fonctionnalité qui est pour l'instant réservée à tous les pays du monde sauf l'Europe pour des raisons réglementaires, mais nul doute que ça va changer d'ici peu. Et c'est aussi réservé aux gens qui ont un abonnement à ChatGPT, un abonnement soit à $20 avec un certain nombre de limitations, soit le nouvel abonnement dont j'ai aussi parlé ici récemment à $200 et qui permet de débloquer des fonctionnalités bien plus avancées. Ensuite, les résultats sont-ils à la hauteur des attentes ? Les résultats sont bons dans l'ensemble. Je peux même dire que dans certains cas, c'est bluffant. Vous donnez quelques indications et hop, vous avez vraiment une vidéo qui est adaptée, qui est sur mesure à vos souhaits, à vos besoins. Évidemment, vous contrôlez pas tout et il arrive quand même, on a vu ces derniers jours avec beaucoup d'essais d'internautes, on a vu que des vidéos ne tournent pas tout à fait comme on voudrait, avec des corps qui sont dans des sens différents, des taxis qui se désagrègent, une voiture qui avance dans un sens et l'arrière-plan qui avance à contre-courant, donc ça donne pas encore tout à fait parfaitement. Dans certains cas, ça donne très 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 bien et c'est bluffant. On en est vraiment au tout début et on le sait. La technologie d'intelligence artificielle apprend d'elle-même au fur et à mesure qu'il y a des prompts, au fur et à mesure qu'il y a des corrections qui sont apportées. Donc pour un début, ça reste une technologie qui est bluffante. Et pour terminer, quelle perspective pour les entreprises ? Sora pourrait vraiment devenir un outil révolutionnaire pour les petites et moyennes entreprises, toutes celles qui n'ont pas forcément les moyens ou l'envie de débourser certains montants pour générer des vidéos, faire appel à des sous-traitants, à des agences. Il y a des entreprises qui n'ont pas les budgets et ici, même si ça reste un petit peu limité, même si on n'a pas la prise de tout, Sora va permettre aux PME de générer rapidement des vidéos marketing, des vidéos d'inspiration pour les réseaux sociaux, pour des présentations internes. Et donc ça, c'est assez innovant, ça permet de gagner du temps, ça permet d'obtenir des résultats, alors pas toujours contrôlables, mais qui rendent vraiment des gros services
aux petites entreprises. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode Z sur 7. On se retrouve demain avec plus d'analyses et en prime, l'analyse de Peter de Keyser sur l'état de la géopolitique européenne. En attendant, restez à l'écoute de l'astuce en cybersécurité de la CCB pour décrypter le spear phishing. Bienvenue à la Minute Cybersécurité. Je m'appelle Cathy et aujourd'hui je vais vous parler du spear phishing. Le spear phishing est une forme ciblée de phishing dans laquelle les cybercriminels visent spécifiquement une personne ou un département de votre entreprise. Ces attaques sont souvent très convaincantes car les attaquants commencent par rassembler des informations pour rendre leur message crédible. Supposons que votre service des ressources humaines reçoive un mail d'un collègue demandant des données personnelles pour un projet prétendument urgent. Le mail semble authentique et sans hésiter, l'employé communique des informations sensibles que les criminels utilisent ensuite à mauvais escient. Ne donnez aucune chance au spear phishing. Apprenez à vos employés à toujours revérifier les demandes inattendues. Utilisez l'authentification à 2 facteurs pour limiter les accès non autorisés. Investissez dans la formation pour sensibiliser les employés aux attaques ciblées. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web atwork.cephownweb.be. Restez vigilants et protégez votre entreprise contre le spear phishing. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.